51. Instantanément, la puanteur assaillit Louis. Il recula suffoqué et s'accrocha au bord de la fosse en haletant. Au moment où il pensait avoir maîtrisé les spasmes qui lui soulevaient le gosier, il restitua d'un seul coup la totalité du copieux et insipide dîner qu'il avait ingurgité au Howard Johnson's. Après avoir rendu, il appuya son front contre la terre humide et attendit pantelant que sa nausée s'apaise. Ensuite, serrant les mâchoires, il dégagea la lampe qu'il tenait sous son bras et en braqua le pinceau sur le cercueil ouvert. Une horreur indicible l'envahit. C'était plus que de l'horreur, un sentiment proche de la terreur religieuse, que d'ordinaire on n'éprouve qu'au fin fond des cauchemars les plus épouvantables, ceux dont on a peine à se souvenir au réveil. Gage n'avait plus de tête. Louis fut secoué de tremblements incoercibles, tellement violents qu'il dut saisir sa torche à deux mains et la tenir à bout de bras, le corps droit et rigide, à la façon d'un policier qui exécute un mouvement de tir couché lors d'une séance d'entraînement. Malgré tout, le mince faisceau de lumière s'agitait spasmodiquement devant lui, et il mit un long moment à le diriger à nouveau vers le cercueil. « C'est impossible !» se dit-il. « Tu as cru voir quelque chose, mais dis-toi bien que ça ne tient pas debout. » Lentement, il promena le pinceau de sa lampe le long du corps étendu de Gage, en commençant par les pieds. Il vit les chaussures neuves, le pantalon du costume, le veston. Dieu, que c'était grotesque, un enfant de 2 ans affublé d'un sinistre complet gris. La chemise au col échancré, Sa respiration s'étrangla dans sa gorge. Le son qui s'en échappa ressemblait plus à un feulement de fauve qu'à un simple hoquet. Tout à coup, sa fureur insensée l'avait repris, noyant toutes ses craintes, balayant sa terreur superstitieuse et le sourd instinct qui lui disait qu'il avait définitivement franchi la frontière invisible qui le séparait de la folie. Il farfouilla dans ses poches, y trouva un mouchoir, et, tenant sa lampe d'une main, il se pencha par-dessus le bord de la tombe, en se tendant en avant au maximum. Il était en équilibre précaire, et si une des 2 moitiés de la dalle lui était tombée dessus à présent, elle lui aurait probablement brisé la nuque. Avec des gestes très doux, il essuya à l'aide de son mouchoir la mousse humide qui recouvrait le visage de Gage. Une mousse d'un vert si foncé qu'elle l'avait momentanément abusé, lui donnant la fausse impression que l'enfant n'avait plus de tête. La mousse, quoique de consistance uligineuse, était légère comme de l'écume. Louis aurait dû s'y attendre. Il avait plu depuis l'enterrement, et la dalle n'était pas étanche. Il dirigea le faisceau de sa lampe d'un côté, puis de l'autre, et constata que le cercueil reposait au milieu d'une flaque d'eau peu profonde. La mince couche de mousse noirâtre une fois ôtée, le visage de son fils lui apparut. L'embaumeur savait sans doute qu'il n'y avait guère de chance que le cercueil fût ouvert après un accident aussi affreux. Néanmoins, il avait fait du travail sérieux. Les embaumeurs sont souvent des gens méticuleux. Gage ressemblait à une poupée de cire maladroitement modelée. Par endroits, sa tête était soulevée par des protubérances insolites. Ses yeux étaient si aplatis sous leurs paupières closes qu'on aurait pu croire que leur globe s'était enfoncé à l'intérieur de son crâne. Quelque chose de blanc, comme une langue frappée d'albinisme, dépassait d'entre ses lèvres. Louis crut d'abord que l'embaumeur avait eu la main un peu lourde avec son liquide. Dans la plupart des cas, c'est une substance d'emploi pour le moins hasardeux, et, s'agissant d'enfants, le dosage exact est pratiquement impossible à calculer. On finit toujours par en injecter une quantité un peu juste ou un peu large, mais en fin de compte, il s'aperçut que ce n'était que l'extrémité d'un des rouleaux de coton dont l'embaumeur s'était servi pour bourrer les joues du cadavre. Il étendit le bras et tira le coton de la bouche du garçonnet. Les lèvres de Gage, qui étaient bizarrement distendues et d'une couleur anormalement foncée, se refermèrent avec un claquement à peine audible. Louis jeta le rouleau de coton au fond de la tombe. Il surnagea sur la flaque d'eau, luisant d'un éclat obscènement blême dans les ténèbres. À présent, la joue de Gage avait l'aspect creux d'une joue de vieillard. « Gage, » chuchota Louis, « je vais te sortir de là, d'accord ?» Il priait pour qu'un intrus, gardien faisant sa ronde ou quelque chose du même genre, ne choisisse pas ce moment pour survenir. Mais ce n'était plus seulement par crainte d'être surpris. Il savait que si le faisceau d'une torche se braquait subitement sur lui pendant qu'il se livrait à cette sinistre besogne,
il n'hésiterait pas une seconde à empoigner la bêche tordue et rayée pour en fracasser le crâne de l'importun. Il passa les bras sous le corps de Gage. Le petit cadavre roula mollement sur un côté, et brusquement une affreuse certitude envahit Louis. Quand il le soulèverait, le corps de Gage se disloquerait en plusieurs morceaux, et l'on retrouverait Louis, debout au-dessus de la tombe, un pied sur chaque bord du caisson, les lambeaux du corps de son fils dans les bras, hurlant à la mort. « Allez, espèce de trouillard, fais donc ce que tu as à faire !» Il saisit Gage sous les aisselles, et sans prendre garde à la moiteur pestilentielle qui s'élevait vers lui, il le hissa hors du cercueil comme il l'avait tant de fois hissé hors de la baignoire après son bain du soir. La tête de Gage tomba mollement en arrière, et Louis aperçut la couture en forme de demi-lune qui attachait le cou au sommet des épaules. La respiration entrecoupée, l'estomac soulevé par la puanteur fétide et par la sensation du cadavre pitoyablement esquinté de son fils qui pendait mollement entre ses bras, comme celui d'un pantin désarticulé, Louis extirpa tant bien que mal le corps de Gage du cercueil. À la fin, il se retrouva assis au bord de la tombe, le cadavre sur les genoux, les pieds pendant dans la fosse. Son visage avait pris une teinte terreuse. Il avait les pupilles démesurément dilatées, et sa bouche retroussée par une grimace où se mêlaient l'horreur, le chagrin et la pitié, était agitée de tremblements spasmodiques. « Gage !» sanglota-t-il en berçant le petit cadavre entre ses bras. Les cheveux de l'enfant, aussi inertes et froids que de minces fils d'acier, lui caressaient les poignets. « Gage, tout va s'arranger, je te le jure. Tout ira bien. Ça va finir, tu verras. Le jour reviendra. Oh, Gage, je t'en prie. Je t'aime, Gage. Ton papa t'aime. » Louis berçait son fils contre sa poitrine. À 2h moins le quart, Louis était prêt à quitter l'enceinte du cimetière. L'extraction du cadavre proprement dite avait constitué la phase la plus pénible de toute l'opération. Dans ces instants-là, il lui avait semblé que l'astronaute égaré de son esprit flottait dans un vide bien proche de l'absolu. Son dos n'était plus qu'un bloc de douleur palpitante, dont les muscles exténués tressaillaient sans arrêt. Mais ses forces lui revenaient peu à peu, et il sentait qu'il serait capable de refaire bientôt le chemin, tout le chemin, en sens inverse. Il enroula le cadavre de Gage dans le carré de toile goudronnée, assujettit le paquet à l'aide de longues bandes de ruban adhésif, puis il coupa sa corde en 2 morceaux, à l'aide desquels il noua soigneusement les 2 extrémités. Ainsi enveloppé, son paquet avait l'aspect anodin d'un tapis roulé. Il remit le couvercle du cercueil en place, puis, après quelques secondes de réflexion, il le rouvrit et déposa à l'intérieur la bêche faussée. À défaut de son fils, Pleasant View pouvait conserver cette relique. Il rajusta le couvercle, puis il abaissa une des 2 demi-dalles de ciment. Il aurait pu faire choir l'autre moitié d'une simple poussée, mais il craignait qu'elle n'éclatât. Après s'être livré à une brève cogitation, il ôta sa ceinture, la fit passer dans les anneaux en fer et remit le rectangle de ciment en place avec précaution. Après quoi il reboucha la fosse en usant de la pelle. La terre qu'il avait ôtée ne suffit évidemment pas à la combler tout à fait. À présent, la tombe était légèrement au-dessous du niveau du sol. Est-ce qu'on remarquerait cette anomalie ? Peut-être pas. Ou peut-être qu'on la remarquerait sans y attacher d'importance particulière. Louis ne pouvait pas se permettre de trop y penser ce soir. Il avait d'autres chats à fouetter. Il n'était pas au bout de ses peines. Oh non. Le noir labeur était à peine commencé, et il était déjà au bord de l'épuisement. « Allons-y, allez, go !»« Ben tiens, » marmonna-t-il. Dans son dos, le vent arracha aux arbres une série de gémissements brefs et stridents, et il se retourna, inquiet. Il posa à côté du paquet la pelle, la pioche qu'il n'avait pas encore utilisée, les gants de protection et la grosse torche électrique. L'envie de se servir de la torche le démangeait, mais il se força à la ravaler. Laissant là le cadavre et les outils, il s'éloigna en direction de la clôture. 5 minutes plus tard, il se retrouva à son point de départ. La Civic était toujours garée le long du trottoir, de l'autre côté de la rue, si proche et en même temps si lointaine. Louis s'arracha à la contemplation de sa voiture et il partit dans une autre direction.
Cette fois, il longea la haute grille de fer forgé en prenant vers la droite après l'entrée, et il la suivit jusqu'à l'extrémité de Mason Street. À cet endroit, la grille bifurquait à angle droit, et aussitôt après l'angle, un large fossé courait le long de l'enceinte. Louis s'approcha du bord du fossé, et en voyant ce qu'il contenait, il ne put réprimer un frisson. Il était plein de fleurs pourrissantes, entassées les unes sur les autres, baignant dans une mare d'eau croupie laissée par une longue succession de neige et de pluie. Ah, tout Jésus! Non, pas Jésus. Ces fleurs ont été immolées à un Dieu infiniment plus ancien que celui des chrétiens. Ce Dieu, on lui a donné toute une variété de noms suivant les époques, mais quelque chose me dit qu'aucun ne peut mieux lui convenir que celui dont la sœur de Rachel l'avait baptisé. Le grand, le terrible Oz, Dieu des choses mortes et ensevelies, Dieu des fleurs qui pourrissent au creux des fossés, Dieu du mystère. Louis fixait l'amas de fleurs décomposées d'un œil fasciné. À la fin, il s'arracha brutalement à sa contemplation avec un sursaut bref, semblable à celui d'un homme hypnotisé qui émerge de sa transe sur un claquement de doigts du magnétiseur. Il reprit sa marche et il ne tarda pas à trouver ce qu'il cherchait. Il se dit que son inconscient avait sans doute automatiquement repéré l'endroit le jour de l'enterrement de Gage. Devant lui, dans les ténèbres venteuses, se dressait la masse sombre de la crypte du cimetière. C'est là qu'on entreposait les cercueils en hiver, quand il faisait trop froid pour que même une pelleteuse puisse entamer le sol gelé, ou à d'autres moments aussi, quand l'affluence était trop grande. De temps en temps, il arrivait que les entrepreneurs de pompes funèbres se trouvent confrontés à une soudaine flambée de décès. Dans n'importe quelle communauté, Louis le savait, il y avait des moments où, sans que personne puisse expliquer pourquoi, les gens se mettaient à mourir comme des mouches. « Seulement, tu vois, Lou, ça s'équilibre toujours », lui avait expliqué son oncle Karl. « Si au mois de mai, je n'ai pas un seul macabée pendant 2 semaines entières, je suis sûr que j'aurai 10 enterrements en 15 jours au mois de novembre suivant. Enfin, à vrai dire, en novembre, les affaires sont généralement calmes. Et à Noël, c'est carrément le marasme, contrairement à l'idée couramment répandue qui veut que ce soit une période où on meurt beaucoup. On dit qu'à Noël, la dépression fait des ravages, mais c'est de la foutaise. Demande à n'importe quel collègue, il te dira pareil que moi. À Noël, les gens sont heureux, optimistes, ils ont envie de vivre. Conséquence, ils ne meurent pas. Et d'habitude, c'est au mois de février qu'on a un sérieux coup de feu. Évidemment, il y a les vieux qui succombent à la grippe, sans parler des pneumonies. Mais ce n'est pas tout. Tu as des gens qui se sont bagarrés de toute leur force contre un cancer pendant 1 an ou 16 mois. Là-dessus, cette saloperie de février s'amène, et tout à coup, ils flanchent, et leur métastase les bouffe en 2 coups de cuillère à peau. Le 31 janvier, ils sont en pleine rémission, ils ont une pêche du tonnerre, 3 semaines après, ils sont dans le trou. En février, tout prolifère, les crises cardiaques, les congestions cérébrales, les néphrites aiguës. C'est un mois très dur. En février, les gens sont pris d'une espèce d'abattement, ils lâchent prise. C'est bien connu dans la profession. Mais, des fois, sans raison, on voit le même phénomène se produire en juin ou en octobre. Jamais en août. Août, c'est un mois pépère. Jamais tu ne verras une crypte de cimetière remplie au mois d'août. Sauf si une explosion de gaz a fait sauter tout un immeuble, ou si un bus municipal a plongé du haut d'un pont. Mais on a eu des mois de février où les cercueils étaient empilés 3 par 3. Et où on faisait des vœux pour qu'il y ait au moins un dégel passager, afin qu'on puisse en mettre quelques-uns en terre avant d'être obligé de louer un appartement pour remiser le surplus. L'oncle Karl avait éclaté de rire, et Louis, sentant qu'il pénétrait là dans des arcanes que même ses profs de la fac de médecine ne possédaient pas, avait fait chorus. La double porte de la crypte s'encastrait dans la paroi verticale d'une butte gazonnée dont la forme harmonieuse et lisse rappelait celle d'un sein de femme. Le faîte de ce mamelon, trop régulier pour être entièrement naturel, n'était qu'à une 50aine de centimètres des pointes des grilles en fer forgé, dont la hauteur restait égale au-dessus de l'élévation. Louis jeta un rapide coup d'œil alentour, puis il escalada en hâte la pente du monticule. De l'autre côté, il vit un vaste carré de terrain d'environ 100 mètres de côté, absolument nu. Non, pas tout à fait. Il y avait un bâtiment d'aspect sommaire, une espèce de resserre, à quelques mètres en avant de la clôture. Sans doute une cabane à outils où les jardiniers du cimetière remisaient leur matériel.
La lumière des réverbères filtrait par intermittence à travers les frondaisons mouvantes du rideau d'arbres, vieux ormes et grands érables rouges qui séparaient la bordure extérieure du terrain vague de Mason Street. Louis ne distingua pas d'autre mouvement. Il se laissa glisser au bas du monticule en restant prudemment assis, car il ne tenait pas à exposer son genou blessé à une mauvaise chute. Puis il regagna la tombe de son fils. Il faisait tellement noir qu'il trébucha sur le cadavre et manqua s'étaler. Il faudrait qu'il fasse 2 voyages, l'un avec le corps de Gage, l'autre avec les outils. Quand il se baissa pour ramasser le gros rouleau de toile, son dos endolori protesta, et il grimaça. Le cadavre de son fils ballottait à l'intérieur du paquet, et tout au fond de la tête de Louis, une petite voix lui chuchotait sans arrêt qu'il avait perdu la raison, mais il l'ignorait avec persévérance. Il porta le petit cadavre jusqu'au monticule qui abritait la crypte du cimetière. Avec ses portes coulissantes, elle avait l'aspect bizarrement anodin d'un garage de banlieue. N'ayant plus de corde, il ne lui restait d'autre solution que de grimper là-haut avec son paquet de 20 kilos dans les bras. Il recula de quelques mètres, prit son élan et se lança à l'assaut de la butte, le buste plié en avant. Son élan l'entraîna presque jusqu'au sommet, mais ses pieds dérapèrent sur le gazon humide. Au moment où il se sentit partir en arrière, il lança son paquet aussi loin qu'il le put, et il atterrit juste au-dessous de la ligne de faite. Louis remonta à 4 pattes, jeta un coup d'œil circulaire, et, ne voyant rien bouger, hissa le rouleau de toile jusqu'à la clôture et le posa debout contre les barreaux. Ensuite, il alla chercher son matériel. Il escalada à nouveau le monticule, enfila les gants, déposa la torche, la pelle et la pioche à côté du rouleau de toile, puis il s'assit par terre, le dos contre la grille, les mains sur les genoux, et il s'accorda une courte pause. Le cadran digital de la montre à quartz que Rachel lui avait offerte pour Noël l'informa qu'il était 2h01. Au bout de 5 minutes, sentant ses forces lui revenir, il se leva et il fit passer la pelle par-dessus la grille. Il l'entendit tomber dans l'herbe avec un choc sourd. Il essaya de fourrer la torche dans la ceinture de son pantalon, mais elle était trop grosse. Il la glissa entre 2 barreaux et tendit l'oreille tandis qu'elle roulait le long du talus, en espérant qu'elle ne se briserait pas sur un rocher. Il aurait dû penser à se munir d'un sac à dos. Il sortit son pistolet dérouleur de la poche de son blouson et attacha la tête de la pioche au rouleau de toile en entortillant plusieurs épaisseurs de ruban adhésif autour des pointes métalliques de l'outil, afin qu'il fût solidement accroché à la toile. Il utilisa tout l'adhésif qui restait. Après avoir remis le dérouleur vide dans sa poche, il leva le lourd paquet à bout de bras. Son dos protesta avec vigueur et il devina qu'il souffrirait des séquelles de cette équipée nocturne pendant une bonne semaine. Le fit passer par-dessus la grille et le lâcha. Il eut une brève crispation en l'entendant s'abattre de l'autre côté avec un choc mat. Il passa une jambe par-dessus la clôture, agrippa 2 des pointes et souleva son autre jambe. Il se laissa glisser le long de la grille en s'appuyant du bout des pieds à la terre qui affleurait entre les barreaux. Et lorsqu'il fut à la verticale, il se laissa choir dans le vide. Arrivé au pied du talus, il se mit à tâtonner dans l'herbe autour de lui et aperçut presque aussitôt la pelle. Pour diffuse que fût la lumière des réverbères qui filtraient à travers les arbres, elle accrochait de faibles reflets au métal de l'outil. Par contre, il mit un bon moment à retrouver sa lampe torche. Jusqu'où avait-elle pu rouler dans l'herbe épaisse? Il se mit à 4 pattes et explora fébrilement de la main le gazon haut et dru. Sa respiration accélérée et les battements affolés de son cœur lui résonnaient bruyamment dans les oreilles. Il finit par repérer la petite silhouette noire de la torche qui était tombée à 2 mètres de l'endroit où il avait situé son point de chute. Comme le monticule qui dissimulait la crypte du cimetière, sa forme trop régulière l'avait trahi. Il s'en empara, plaça une main devant et enfonça le petit téton de caoutchouc qui recouvrait le bouton. L'intérieur de sa paume s'illumina. Il éteignit sa lampe. Elle n'était pas cassée. Louis découpa le ruban adhésif qui attachait la tête de la pioche au rouleau de toile à l'aide de son canif, puis il prit les outils sous son bras et il se dirigea vers le rideau d'arbres qui bordait la pelouse. Il se dissimula derrière le plus gros d'entre eux et il inspecta soigneusement Mason Street dans les 2 sens. La rue était complètement déserte. Sur toute sa longueur, il n'aperçut qu'une seule fenêtre allumée, petit rectangle de lumière dorée qui trouait l'obscurité à l'étage supérieur d'un pavillon.
La chambre d'un insomniaque, sans doute, ou d'un infirme. Louis sortit de sa cachette et il se mit à marcher d'un pas rapide sur le trottoir. Il avait du mal à se retenir de courir. La lumière crue des réverbères tranchait violemment avec la pénombre du cimetière, et il se sentait terriblement exposé. En l'apercevant là, à quelques pas d'un cimetière, avec une pelle, une pioche et une torche électrique dans les bras, le premier imbécile venu aurait instantanément fait le rapprochement qui s'imposait. Il traversa la rue à toute allure. Ses talons claquaient sur le bitume. La Civic n'était qu'à 50 mètres, mais Louis eut le sentiment que le trajet durait des kilomètres. Il avança vers sa voiture à pas précipités, transpirant à grosses gouttes, s'attendant à tout instant à entendre le vrombissement subit d'un moteur ou un bruit de pas venant dans sa direction, à moins que ce ne fût le grincement d'une fenêtre qui se relevait brusquement. Il parvint enfin à la hauteur de la Honda, posa la pioche et la pelle contre le flanc de la voiture et chercha ses clés avec des doigts tremblants. Il fouilla toutes ses poches sans les trouver. À nouveau, de grosses gouttes de sueur perlèrent à son front, lui dégoulinant sur les joues. Son cœur s'était remis à battre la chamade, et il serrait les dents pour contenir la folle panique qu'il sentait prête à éclater. Il avait dû les perdre au moment où il s'était roulé par terre, après avoir sauté de sa branche et heurté du genou l'angle d'une pierre tombale. Elles étaient tombées quelque part dans l'herbe. Il avait déjà eu du mal à mettre la main sur sa torche. Ses chances de retrouver dans les mêmes conditions quelque chose d'aussi petit que des clés de voiture étaient pour ainsi dire nulles. C'était râpé. Un coup de malchance stupide et tout son plan était à l'eau. « Hé là, minute, t'affole pas comme ça, bon Dieu. Vérifie tes poches encore une fois, ta monnaie est toujours là. Si tu ne l'as pas perdue, c'est que tes clés ne sont pas tombées non plus. » Cette fois, il fouilla ses poches avec des gestes beaucoup plus lents. Il alla même jusqu'à en retirer sa monnaie et à les retourner. Pas de clé. Louis s'adossa à la Honda. Qu'est-ce qu'il allait faire à présent? Il ne lui restait plus qu'à repasser de l'autre côté, prendre la torche, laisser le cadavre de son fils où il était, escalader la grille à nouveau et consacrer le reste de la nuit à une quête futile de... Tout à coup, la lumière se fit dans son esprit exténué. Il se pencha sur la portière et glissa un œil à l'intérieur de la Civic. Ses clés étaient au contact. Laissant échapper un grognement étouffé, il contourna la voiture, ouvrit la portière à la volée et arracha les clés du tableau de bord. L'image de Karl Malden, coiffé d'un feutre mou désuet, son visage au nez en patate empreint d'une sévérité toute paternelle, se forma dans son esprit, et il l'entendit proférer l'avertissement solennel dédié par l'American Express à tous les automobilistes d'Amérique. « Fermez votre voiture à double tour et n'oubliez pas vos clés. Vous ne voudriez pas qu'un garçon honnête tourne mal à cause de vous, n'est-ce pas ?» Il gagna l'arrière de la Civic et ouvrit le coffre à haillons. Il entassa la pioche, la pelle et la torche à l'intérieur et le referma d'une poussée brutale. Il avait déjà parcouru une dizaine de mètres sur le trottoir lorsqu'il se souvint des clés. Cette fois, il les avait laissées sur la serrure du coffre. « Non mais qu'est-ce que tu es con !» se gueula-t-il intérieurement. « Si tu ne peux pas t'empêcher de faire ce genre de bévue, autant laisser tomber tout de suite !» Il revint sur ses pas et récupéra ses clés. Il prit Gage dans ses bras et se dirigea vers le rideau d'arbres. Il n'était plus qu'à quelques pas de Mason Street lorsqu'un chien se mit à aboyer quelque part. Non, ce n'était pas qu'un simple aboiement. La bête hurlait à la mort, emplissant toute la rue de ses gueulements assourdissants. Louis se dissimula derrière un arbre, inquiet de la tournure qu'allaient prendre les événements. Qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire à présent? Avec ce barouf démentiel, il était sûr que toutes les lumières de la rue ne tarderaient pas à s'allumer l'une après l'autre. En fait, une seule lumière s'alluma, celle de l'entrée latérale d'une maison qui se trouvait juste en face de l'arbre derrière lequel il était tapi. Quelques instants plus tard, une grosse voix de Rogom vociféra « Ta gueule, Fred !»« Aouh !» répondit Fred. « Scanlon, si vous ne faites pas taire ce chien immédiatement, j'appelle la police !» lança une autre voix. Et Louis tressaillit violemment. La voix venait du côté de la rue où il se tenait. L'endroit était loin d'être aussi désert qu'il se l'était figuré. La nuit l'avait abusé. Des habitations l'entouraient de toutes parts, et ce maudit chien se livrait à une attaque frontale contre son seul allié, le sommeil. Bientôt des centaines d'yeux seraient collés aux fenêtres. « Que le diable t'emporte, Fred !» songea-t-il.
Fred venait d'entamer à nouveau son antienne. Il détailla longuement le « rah » et à l'instant où il entonnait le « ouh », un claquement sec retentit, suivi d'une série de petits jappements craintifs. Le silence revint. Au bout de quelques secondes, il fut brièvement rompu par le choc sourd d'une porte qui se refermait. La lumière brilla encore l'espace d'une minute au-dessus de la porte de la maison de Fred, puis il y eut un déclic étouffé et elle s'éteignit. L'instinct commandait à Louis de rester encore un moment dissimulé dans l'ombre. Il aurait sans doute mieux valu attendre que les ultimes échos du tintamarre se fussent apaisés, mais il n'avait déjà perdu que trop de temps. Il traversa la rue et longea le trottoir jusqu'à la Civic sans déceler aucune trace d'animation suspecte. Fred paraissait s'être définitivement calmé. Maintenant son paquet contre lui de la main gauche, il sortit ses clés de sa poche et ouvrit le coffre. Gage ne tenait pas dans l'étroit espace. Il essaya de le faire entrer verticalement, horizontalement, puis en diagonale. Mais dans tous les cas de figure, le coffre était trop exigu. Il aurait pu tasser le paquet à l'intérieur en le pliant. Gage n'en aurait vraisemblablement pas souffert. Mais il ne pouvait pas se résoudre à le malmener ainsi. « Magne-toi, bon Dieu, magne-toi. Il faut décamper d'ici en vitesse. Tu n'as déjà que trop tiré sur la corde. » Mais il resta planté là, le cadavre de son fils dans les bras, dérouté, à court d'idées. Puis un grondement de moteur se fit entendre, et sans réfléchir, il se rua sur la portière côté passager, l'ouvrit et posa son paquet sur le siège. Il referma la portière, se précipita à l'arrière et claqua le couvercle du coffre. Une voiture était en train de remonter la rue perpendiculaire à Mason Street. Elle traversa le carrefour et Louis perçut des éclats de voix avinés. Il s'installa au volant et mit le contact. Au moment où il tendait la main vers la commande des phares, une idée horrible le frappa. Peut-être que Gage était à l'envers. Peut-être que ses hanches et ses genoux étaient pliés dans le mauvais sens. Peut-être que ses paupières closes étaient tournées vers la lunette arrière et non vers le pare-brise. « Ça n'a aucune importance !» se récria sa raison épuisée avec une fureur stridente. « Il est mort, tu vas te le mettre dans la tête, oui? Les morts s'en foutent !»« Si, ça a de l'importance. C'est Gage qui est emballé là-dedans, bon Dieu. Ce n'est pas un paquet de linge sale. » Il palpa délicatement de la main droite les contours de la toile goudronnée, avec les gestes tâtonnants d'un aveugle qui s'efforce d'identifier un objet d'après sa forme. Il finit par découvrir une protubérance qui ne pouvait être que le nez de Gage. Il était tourné dans la bonne direction. Et là-dessus, il se résolut enfin à démarrer et à prendre la route de Ludlow. Un trajet de 25 minutes. « 52. À 1h, la sonnerie du téléphone, qui prenait des résonances suraiguës dans la maison vide, avait brusquement tiré Judd Crandall de son assoupissement. Il était en train de rêver. Dans son rêve, il avait 23 ans, et il était assis sur un des bancs du poste d'aiguillage de la compagnie des chemins de fer Bangor et Aroostook avec deux autres cheminots, George Chapin et René Michaud. Il se faisait passer une bouteille de Georgia Charger, du torboyau de contrebande sur lequel les distillateurs clandestins avaient même apposé un timbre fiscal parfaitement imité. Dehors, le vent du nord-ouest avait tourné en tempête, et ses braillements déchirants emplissaient l'univers entier, réduisant tout au silence, y compris les convois de la compagnie. Les trois hommes s'étaient donc installés, avec leurs bouteilles, autour du gros poêle ventru, et tout en regardant les braises de charbon glisser les unes sur les autres, de l'autre côté du losange de mica d'un jaune trouble, en projetant sur le plancher de sautillantes lueurs oranges, ils se racontaient de ces histoires que les hommes gardent en réserve pendant des années, à la façon des trésors de pacotille que les enfants entassent sous leur lit, afin d'avoir de quoi meubler des nuits pareilles à celle-ci. Ces histoires ressemblaient au charbon qui se consumait à l'intérieur du poêle, noirs, avec une braise rouge en leur milieu qui jetait des lueurs farouches et des flammes bleuâtres dansant autour. Judd n'avait encore que 23 ans. Norma était tout ce qu'il y a de plus vivante, mais elle s'était sans doute déjà mise au lit, sachant qu'il serait vain d'escompter le retour de son homme par cette nuit de tempête. Et René Michaud était en train de leur raconter l'histoire d'un camelot juif de Bucksport qui... C'est là que la sonnerie du téléphone avait retenti, le réveillant en sursaut. Il se redressa brutalement sur son fauteuil et il eut une grimace.
Il avait le coude tout ankylosé. Une espèce de lourdeur aigre et pâteuse pesait sur lui. Il se dit que c'était sans doute la distance qui le séparait de ses 23 ans, ces 60 longues années qui s'étaient abattues d'un coup sur ses épaules. Et aussitôt après, il songea « Tu dormais, gars. C'est pas la bonne manière de garder ce train-là à l'œil, celui de ce soir. » Il se leva avec peine. La raideur de son cou se prolongeait jusqu'au bas de sa colonne vertébrale, et se dirigea vers le téléphone en s'efforçant de se cambrer le dos. C'était Rachel. « Allô, Judd? Est-ce que Louis est rentré? »« Non, » dit le vieil homme. « Où êtes-vous, Rachel? On dirait que vous êtes plus près. »« Je suis plus près, » dit Rachel. C'est vrai que sa voix paraissait plus proche, mais Judd percevait aussi un bourdonnement confus sur la ligne. C'était le mugissement lointain du vent qui soufflait quelque part entre Ludlow et l'endroit où Rachel se trouvait à présent. Le vent était à l'orage cette nuit. Il produisait cette espèce de rugissement assourdi qui évoquait toujours pour Judd un obscur traîne chanté par un chœur de voix morte et désincarnée, trop lointaine pour que les paroles fussent intelligibles. « Je suis sur l'aire de repos de Biddeford, » expliqua Rachel. « C'est sur l'autoroute 95, à une trentaine de kilomètres de Portland. »« Biddeford » fit Judd. « Je ne pouvais pas rester à Chicago. Ça commençait à m'envahir aussi, cette espèce de pressentiment qui avait rendu Ellie hystérique. Et vous l'éprouvez vous aussi, je le sens à votre voix. »« C'est vrai, » dit Judd. Il sortit une Chesterfield de son paquet et se la ficha dans le coin de la bouche. Il gratta une grosse allumette de cuisine sur l'ongle de son pouce et il la regarda vaciller. Sa main tremblait. Ça ne lui était encore jamais arrivé. Pas avant que ce cauchemar ait débuté, en tout cas. Il entendait ce vent ténébreux qui faisait rage dehors. On aurait dit qu'il saisissait la maison dans son immense poing et la secouait. Son pouvoir augmente. Je le sens. Une obscure terreur, fragile et ténue comme du verre filé, montait dans ses vieux os. « Dites-moi ce qui se passe, Judd, je vous en supplie. » Indéniablement, Rachel avait le droit de savoir. Il fallait qu'elle soit au courant. Et Judd était bien décidé à la mettre dans le secret. Un peu plus tard, il lui raconterait tout. Il lui expliquerait comment la chaîne s'était forgée, anneau après anneau. La crise cardiaque de Norma, la mort du chat, la question de Louis. Est-ce qu'on n'y a jamais enterré un être humain? La mort de Gage, et ce dernier anneau que Louis était vraisemblablement occupé à forger en ce moment même. Oui, il dirait tout à Rachel, mais plus tard, et pas au téléphone. « Rachel, comment se fait-il que vous soyez sur l'autoroute au lieu d'être dans un avion ?» Rachel lui raconta comment elle avait raté sa correspondance à Boston. « J'ai une voiture de chez Avis, Judd, mais je ne vais pas aussi vite que prévu. Après avoir quitté l'aéroport, j'ai tourné en rond un bon moment avant de trouver l'autoroute, et je viens tout juste de passer la frontière du Maine. Je ne crois pas que j'arriverai à Ludlow avant le lever du jour. Mais, Judd, oh, je vous en supplie, Judd, expliquez-moi ce qui se passe. Je suis morte de peur et je ne sais même pas pourquoi. »« Écoutez-moi bien, Rachel, » dit le vieil homme. « Je veux que vous continuiez jusqu'à Portland, et là que vous vous arrêtiez pour la nuit. Prenez une chambre dans un motel, et tâchez de... »« Oh non, Judd, je ne pourrai pas. »« Et tâchez de prendre un peu de sommeil. Inutile de vous ronger les sangs, Rachel. Peut-être qu'il va se passer quelque chose ici cette nuit, peut-être que non. S'il se passe quelque chose, et si c'est ce que je pense, ça n'arrangerait rien que vous soyez là. Je crois que je peux affronter la situation tout seul. Il le faut même, car tout ce qui risque d'arriver est de ma faute. S'il ne se passe rien, vous serez ici au début de l'après-midi, et ce sera très bien comme ça. Je suis sûr que Louis sera enchanté de vous voir. »« Judd, je ne pourrai pas fermer l'œil. »« Mais si, » dit Judd en se rappelant qu'il s'était dit la même chose un peu plus tôt dans la soirée. Bon, Simon Pierre s'était probablement dit la même chose aussi le soir où les soldats étaient venus chercher Jésus. La sentinelle s'était endormie à son poste. « Mais si, vous pourrez, » reprit-il. « Si vous vous endormez au volant de votre voiture et que vous vous tuez, qu'est-ce que Louis va devenir, hein? Et votre petite fille? » ?»« Dites-moi ce qui se passe, Judd. Une fois que je le saurai, peut-être que je suivrai votre conseil, mais il faut que je sache. »« En arrivant à Ludlow, venez directement ici, » dit Judd. « Ne passez pas chez vous. Venez d'abord me voir, Rachel. Et à ce moment-là, je vous dirai tout ce que je sais. En attendant, je vais guetter l'arrivée de Louis. »« Dites-le-moi » insista Rachel. « Non, Rachel, je regrette. Je ne veux pas vous parler de ça au téléphone. Je ne peux pas.
Remettez-vous en route, allez jusqu'à Portland et prenez-y vos quartiers pour la nuit. Longtemps, Rachel réfléchit sans rien dire. Bon, d'accord, Lâcha-t-elle enfin. vous avez probablement raison. Mais dites-moi tout de même une chose, Judd. Est-ce que c'est très grave? J'en fais mon affaire, ne vous inquiétez pas, dit Judd d'une voix sereine. En tout cas, ça ne deviendra pas plus grave que ça n'est déjà. Dehors, les phares d'un véhicule qui avançait à très petite vitesse illuminèrent la route. Judd se souleva de son fauteuil pour l'observer. L'auto passa devant la maison des Creed sans s'arrêter et disparut. Il se rassit. Bon, Dit Rachel. je vais faire ce que vous suggérez. De toute façon, la suite de ce voyage me tracassait énormément. Tranquillisez-vous, mon petit, dit Judd. Dormez un peu, je vous en prie. Gardez votre énergie pour demain. Je veille au grain, ne craignez rien. C'est promis, hein, vous me raconterez tout. Mais oui, on boira une petite bière et je vous raconterai toute l'histoire, Bon, eh bien, au revoir alors. dit Rachel. À demain, Judd. À demain, Rachel. Dormez bien, répondit le vieil homme. Sur quoi il s'empressa de raccrocher avant que Rachel ait eu le temps de rien ajouter. Judd explora l'armoire à pharmacie, mais il n'y trouva pas les comprimés de caféine qu'il croyait avoir. Il remit non sans regret les boîtes de bière restantes au réfrigérateur et se prépara une tasse de café bien noire avec laquelle il retourna dans la salle de séjour. Il se posta à nouveau devant le bow window et se remit à guetter la route en sirotant son café. Le café et la conversation qu'il avait eue avec Rachel aidant, il resta bien réveillé et demeura l'esprit en alerte pendant 3 quarts d'heure. Ensuite, la torpeur l'envahit à nouveau et il se prit à dodeliner de la tête. « Ne t'endors pas à ton poste, vieille buse. Tu fais sentinelle cette nuit. Tu t'es laissé emberlificoter. À présent, faut payer les pots cassés. Alors ne t'endors pas à ton poste. » Il alluma une nouvelle cigarette, inhala une grande bouffée de fumée et fut pris d'une toux catareuse de vieillard. Il posa sa cigarette sur le bord du cendrier et se frotta les yeux. Dehors, un énorme semi-remorque passa en trombe, ses feux de signalisation traçant un sillon éblouissant à travers l'obscurité venteuse et trouble. Une fois de plus, Judd manqua s'assoupir. Se réveillant en sursaut à l'ultime seconde, il se mit soudain à s'asséner de grandes claques en travers de la figure, sur le front et sur le dos des mains, avec tant de force que ses oreilles en tintèrent. À présent, la terreur s'insinuait dans son cœur. Il m'endort. Il m'hypnotise ou quelque chose. Il ne veut pas que je sois réveillé quand il reviendra. Et il reviendra bientôt, on dirait. Oui, je le sens. Il veut se débarrasser de moi. « Non !» dit-il à voix haute avec une détermination farouche. « Pas question, tu m'entends? Je vais y mettre le haut là. Tu en as assez fait comme ça !» Le vent ululait lugubrement dans les chéneaux du toit, et de l'autre côté de la route, les arbres agitaient leur feuillage avec des mouvements hypnotiques. L'esprit de Judd retourna à cette nuit qu'il avait passée devant le gros poêle en fonte du poste d'aiguillage de Brewer, qui, en ce temps-là, se dressait à l'emplacement actuel de la grande braderie du meuble. George Chapin, René Michaud et lui avaient bavardé jusqu'à l'aube. Et aujourd'hui, il était le seul survivant. René s'était fait écraser entre 2 wagons qu'il était en train d'atteler par une nuit d'ouragan, au printemps de 1939, et George avait claqué d'un infarctus l'an passé. Il était le dernier survivant d'une génération entière de cheminots. Mais en vieillissant, on ne fait pas que prendre de la bouteille. On devient bête. Des fois, la bêtise se déguise en gentillesse. D'autres fois, elle prend le masque de la fierté. Cette fierté qui vous pousse à vouloir transmettre d'anciens secrets, léguer une science perdue, transvaser le contenu de la vieille coupe dans une coupe neuve. Donc ce camelot juif s'amène et il fait « Eh les gars, j'ai un truc inouï à vous montrer. Vous voyez ces cartes postales là? Ce sont des femmes en maillot de pain, oui, mais si vous les frottez avec un chiffon mouillé, les voilà qui se retrouvent. » Judd dodelina de la tête. Lentement, son menton retomba sur sa poitrine, et cette fois, il resta dans cette position. Aussi nus qu'au jour de leur naissance. Mais dès qu'elles sont sèches, les maillots des pains se remettent tout seuls. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi... Tandis qu'il raconte son histoire dans le poste d'aiguillage, René Michaud se penche en avant. Il rit aux anges, et Judd tient la bouteille. Il la sent, ses mains se referment sur elle, ses mains attrapent l'air.
La cendre de la cigarette posée sur le bord du cendrier s'allongea peu à peu, et à la fin, elle bascula dans le cendrier et acheva de se consumer, ne laissant qu'un petit cylindre de cendre qui esquissait encore la forme d'une cigarette. Judd dormait. 40 minutes plus tard, lorsque les feux arrière de la Honda fulgurèrent comme deux flammes rouges de l'autre côté de la route et que Louis s'engagea dans l'allée et disparut dans le garage, Judd n'entendit rien, ne sentit rien, ne frémit même pas. Il resta plongé dans un profond sommeil, exactement comme avait fait Simon-Pierre dans la nuit de Gethsémani, durant laquelle les soldats romains vinrent arrêter un va-nu-pied nommé Jésus.